Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec Cegedim Insurance Solutions. Nous allons parler de transformation, de services et d'innovation. On y va ? Pour ce nouvel épisode, nous recevons Thomas Saunier. Vous êtes directeur général de Malakoff Humanis. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Simon, vous êtes président de Cegedim Insurance Solutions. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de l'année 2021 parce que 2020 a été une année marquée par la crise sanitaire, par la taxe Covid, par la hausse des arrêts de travail et la baisse des prestations santé. Comment se présente cette année 2021 ? Thomas Saunier. 2021, on est encore dans une grande incertitude parce que qui peut dire fin 2021 où on sera le niveau de chômage en France, quels secteurs seront touchés, est-ce qu'on va connaître une quatrième vague, à nouveau un confinement ? Bon, on peut penser que le vaccin va aider à tout ça, mais donc on est vraiment aujourd'hui dans un pilotage à vue en 2021 comme on pouvait l'être en 2020. Alors Philippe Simon, de votre côté, est-ce que vous sentez dans le marché de l'assurance une reprise ? Quels sont les projets que les assureurs ont envie de privilégier en ce moment ? Alors, comme l'a dit Thomas, je pense qu'il y a une constante qui est que 2020 a été dur. En ce moment, on parle beaucoup de la taxe Covid qui revient, donc on voit cette perspective revenir pour 2021. Il y a tous les événements, effectivement, du début d'année sur l'inflation des dépenses de santé, les redémarrages progressifs de certains secteurs d'activité ou pas, on n'en sait rien. Les aides que les assureurs complémentaires santé ont donné et prévoyance ont donné l'an dernier, cette année, jusqu'à quelle hauteur. Donc tout ça, ça donne effectivement de l'incertitude. Mais sans être devin, on peut penser que ça va quand même peser à nouveau sur les résultats des assureurs complémentaires et que donc dans leur projet, ça va être un sujet prégnant, à la fois de faire baisser les frais de gestion, faire baisser les coûts techniques. Et puis il y a eu beaucoup de mouvements vers les entreprises, vers les assurés. Je pense que ce mouvement va continuer. Donc les sujets digitaux, fluidifier les parcours en mêlant l'humain et le digital, ça va rester un vrai sujet pour eux. Puis je rajouterai un point alors qui est lié moins au Covid, mais plus à la campagne présidentielle qui est en train de démarrer, c'est que alors pour nous, groupe de protection sociale, il y a le sujet de la retraite complémentaire, mais ça nous concerne moins ici. Et il y a ce sujet aussi de étatisation éventuelle des complémentaires santé, ce qui serait une catastrophe bien sûr pour les assureurs, mais je pense une catastrophe pour le financement du système de santé en lui-même. Et pour autant, on peut penser que certains courants de pensée au niveau de l'État ou au niveau de certains programmes politiques auraient envie de faire ce qu'on appelle la grande sécu, ce qui, encore une fois, serait une erreur pour notre pays. Et du coup, face à cette menace, comment vous défendez groupe de protection sociale et complémentaire ? Alors, je pense que là, c'est un sujet qui est absolument commun à l'ensemble des mutuelles, à l'ensemble des assureurs santé, que ce soit des assureurs relevant de la FNMF, du CETIP ou de la FFA. Je pense qu'il y a deux questions stratégiques qui se posent. La première, c'est comment rendre les complémentaires plus visibles. Je ne parle pas de la lisibilité des garanties, mais visibles. Parce qu'aujourd'hui, finalement, nos assurés ne voient pas tellement notre action, à quel moment on rembourse, etc. Et je pense que à partir du moment où on ne voit pas quelque chose, on a du mal à payer une cotisation pour quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on voit mal. Donc je pense que ça, c'est un enjeu stratégique que chacun des complémentaires a. Rendre visible ce qu'on fait en matière de complémentaire santé. Puis le deuxième sujet, c'est est-ce que finalement, en tant qu'assureur santé, aujourd'hui, on est sur le financement du système de soins, et est-ce qu'il faut qu'on rentre dans le système de soins en lui-même ? Ça, c'est des questions, j'imagine, que chaque assureur santé se pose aujourd'hui. Et une des réponses, ça peut être par la technologie, d'où effectivement le fait d'aborder ce sujet aujourd'hui. Nous allons donc rentrer sur les sujets technologiques. Alors, vous avez fusionné Malakoff Médéric et Humanis en 2019. Où en êtes-vous dans les travaux d'intégration informatique des deux maisons ? Alors aujourd'hui, la fusion opérationnelle est derrière nous. Ça a commencé au 1er janvier 2019. Et quelque part, on a un bon indicateur par rapport à ça, c'est que mi-2020, l'année dernière, on a fait une large enquête d'engagement auprès des collaborateurs. Et on a un taux d'engagement des collaborateurs de Malakoff Humanis qui est très bon, qui est 5 points au-dessus des benchmarks,
1 an et demi après une fusion, c'est un très bon indicateur. Après, il y a toujours effectivement les systèmes d'information. Les systèmes d'information, ça prend toujours 3 ans, 4 ans, donc on est en cours. Pour ce qui concerne nos contrats individuels, ça y est, les migrations sont faites. Et pour ce qui concerne les contrats collectifs, on va les faire courant du premier semestre 2022. Et puis le troisième volet d'une fusion, c'est le développement d'une culture commune. Et ça, c'est encore plus long quelque part. Il faut 4, 5, 6 ans pour développer une culture commune. Mais compte tenu de la base d'engagement des collaborateurs aujourd'hui, j'ai un très bon espoir pour qu'on soit homogène, y compris en termes de culture d'entreprise, de culture client notamment, et de culture autour de la technologie. Alors, récemment, on a vu des cyberattaques cibler particulièrement les acteurs de la santé, des hôpitaux publics ou même la Mutuelle nationale des hospitaliers. Philippe Simon, est-ce que vous pensez que le secteur de l'assurance de personnes est prêt pour faire face à cette cybercriminalité ? Alors d'abord, je pense qu'il faut dire que ce qu'on a appris, et particulièrement dans l'année 2020, c'est qu'aucune entreprise, dans n'importe quel secteur, de n'importe quelle taille, dans n'importe quelle géographie, n'est à l'abri de ce genre d'attaque. Alors c'est vrai que le secteur de la santé, que ce soit les professions de santé ou les financeurs de la santé, ont été particulièrement visés. Juste un chiffre plus multiplié par 5 les attaques en 2020 par rapport à l'année précédente, et de mémoire plus de 500 000 informations patients qui ont été piratées, ne serait-ce qu'en Europe. Donc ça montre l'ampleur du phénomène, face auquel il n'y a que 3 actions majeures à avoir. C'est de la prévention, d'investir dans des outils, placer ça à haut niveau dans la stratégie de l'entreprise, derrière surveiller, investir dans le quotidien, et puis avoir aussi un plan de remédiation, parce que malgré tout ça, c'est toujours un jeu dans lequel il faut toujours avoir un peu d'avance, et malgré tout ça, il peut y avoir des incidents, et donc il faut avoir anticipé ça. Je pense, quand on discute avec nos clients aujourd'hui, que tous ont conscience de ça. Ils ont une bonne maturité, et quand on voit effectivement, vous avez cité ce qui est arrivé à la MNH, on les a aidés à repartir. Le plan était musclé, la communication était bien faite. Enfin, donc je pense qu'il y a un bon niveau de maturité. Mais c'est un combat sans fin, en fait. Chez Malakoff Humanis, est-ce que vous avez été victime de ce genre de cyberattaque ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment protégé ? Alors, on n'a pas eu d'attaque massive, en tout cas. En revanche, on est attaqué tous les jours. Hein. Donc voilà. Et dans ce domaine, il ne faut pas faire le malin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité absolue, comme le disait Philippe. Donc, on travaille effectivement sur les infrastructures, on travaille sur la protection, chercher à empêcher qu'on ait des cyberattaques, sur la sensibilité aussi, et rendre sensibles les collaborateurs autour de ça. Et puis, on se fait nous-mêmes des scénarios d'attaque, d'une part, et puis les plans de continuité d'activité qui sont nécessaires à déployer, d'autre part. Donc, on est typiquement dans ces schémas-là. Aujourd'hui, pas d'attaque, mais personne ne peut garantir qu'on ne puisse pas en subir une demain, après-demain ou l'année prochaine. Thomas Saunier, vous avez lancé aussi une direction de la donnée et prévu d'investir une vingtaine de millions d'euros par an sur le digital et le data. Alors, quelles sont vos priorités ? Est-ce qu'on peut déjà voir les premières réalisations ? Ah oui, effectivement, dès le départ, c'est-à-dire en 2017, on a souhaité bien sûr s'ouvrir au digital et à la data. Et on a voulu que ça rentre dans la culture de l'entreprise et qu'une majorité de collaborateurs rentrent dans cette culture de la technologie. Donc on n'a pas voulu avoir quelques geeks dans un coin qui travaillent sur ces sujets-là, d'où effectivement cet investissement de 20 millions d'euros par an, uniquement sur des projets. Hein, donc si on somme tout ça, ça fait environ 50 millions d'euros par an. Et chaque année, on a un certain nombre de projets sur la data, sur le digital. Aujourd'hui, en 2021, on a une vingtaine de projets autour de l'intelligence artificielle. Concernant la crise, à un moment donné, on s'est dit, mais tiens, il y a peut-être des entreprises qui vont tomber. Or, vous savez qu'on a une obligation de portabilité des droits pendant 1 an. Donc en 2 mois, les équipes ont réussi à mettre en place un score de vulnérabilité pour les entreprises. Donc ça, c'était en 2020. 2021, on est sur une version 2 du score d'entreprise, de vulnérabilité. On a une valeur client aussi qui sort. Donc on a vraiment une diffusion de la data qui est dans le domaine de la fraude, dans le domaine de RGPD, dans le domaine de l'utilisation de la data. On est une entreprise de données, on n'est pas une entreprise de process, on est une entreprise de données. Donc il faut utiliser et on a accès à un certain nombre de données. Bien sûr, l'analyse des DSN, qui sont pourvoyeurs de grand nombre de données. Donc sur la donnée, beaucoup d'exemples. Sur le digital aussi, on a refondu nos espaces clients, on travaille énormément sur
sur l'expérience client, et là, en ça, le digital nous apprend beaucoup, quoi. Et là aussi, ça fait partie de la culture de l'entreprise de mettre l'expérience client en priorité, ce qui n'était pas forcément un réflexe inné dans le monde de l'assurance dans lequel on évolue. Philippe Simon, les organismes complémentaires souhaitent avoir accès à un certain type de données médicales, comme par exemple la correction visuelle. Est-ce que vous pensez qu'elles sont légitimes pour avoir accès à ce type d'informations? Alors si j'avais à faire une réponse courte, je dirais oui, elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Il y a en fait un débat qui oppose les opticiens et les complémentaires. Et nous, en tant qu'opérateurs de tiers payants, on est au cœur de ce débat puisque nos clients nous délèguent des processus qui sont liés aux échanges entre ces deux protagonistes. D'un côté, les opticiens arguent du fait qu'il faut avoir le consentement express du patient pour pouvoir fournir des corrections de verre. Notre vision, c'est qu'à partir du moment où il y a une demande de prise en charge, le patient signe cette demande de prise en charge, donc le consentement express au niveau du RGPD, il est là. Par ailleurs, nos clients, ils sont légitimes pour exploiter ces données parce qu'ils les exploitent dans un traitement qui est très clair, qui est un traitement de détection du fait de bien payer, de payer à raison, donc de détecter des comportements qui sont soit, on va dire, atypiques, soit carrément frauduleux. Donc c'est effectivement légitime de traiter une donnée de cette nature à partir du moment où elle répond à l'exigence du traitement qu'on en a. Voilà, donc tout ça c'est encadré, et donc pour moi c'est parfaitement légitime. La CNIL a rendu un avis un peu mitigé sur la question. Où en est le débat aujourd'hui? Pour moi, le débat est toujours ouvert. En fait, les assureurs utilisent ces données depuis longtemps. Et ils les utilisent dans un cadre, par ailleurs, qui est contractuel. Quand on parle d'un réseau, par exemple, dans un réseau, il y a des contrats. C'est-à-dire que le professionnel de santé qui rentre dans ce réseau signe un contrat. Et donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que les deux parties respectent ce contrat. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une certaine frilosité de la part de l'État et dans ce domaine. Il n'y a qu'à citer là, la période Covid que l'on a connue, sans Doctolib, sans Maya, qui ne sont pas des services publics et qui ont été développés par les fonctionnaires, on aurait eu énormément de mal à programmer des rendez-vous pour la vaccination, etc. Donc je pense que côté public, il faut que dans la notion de partenariat public-privé, ça soit une vraie notion de partenariat public-privé, et y compris dans le partage des données. Puisqu'il y a un certain nombre de choses que les privés savent faire, qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs d'ailleurs, que l'État ne sait pas faire. Et on a beaucoup de données en France. Et on passe à côté de beaucoup de choses parce que justement on en fait un usage et une analyse qui est encore trop fragmentaire ou trop insuffisante. Vous proposez depuis longtemps des diagnostics sur l'absentéisme dans les entreprises. Est-ce que vous allez faire évoluer vos services de diagnostic dans les prochaines années? Quand on parle d'absentéisme et de vouloir réduire l'absentéisme, on est sur le domaine de la prévention. Et là d'ailleurs, il n'y a plus personne côté État. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, les DSN, on analyse les DSN de façon très méticuleuse, toujours bien sûr de façon anonymisée, ce qui nous permet de pouvoir comparer une entreprise de même taille à une autre entreprise de même taille, une entreprise dans un même secteur d'activité, et du coup, pour une population donnée, de faire ressortir les déterminants de cet absentéisme. Et à partir du moment où on a les déterminants de cet absentéisme, on peut mettre en place des programmes de prévention adaptés. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est l'utilisation du big data. Et le big data, c'est quoi? C'est du prédictif. Or, le prédictif, c'est la base de la prévention. Et ça, les acteurs privés savent le faire, de faire du prédictif, et donc de mettre en place des programmes de prévention. Et donc, là aussi, il faut nous laisser faire. Alors, il se trouve qu'on a 10 millions de clients chez nous, donc on a pas mal de données, donc on peut faire ce type de travaux. Et finalement, un chef d'entreprise, un salarié, à partir du moment où on arrive à travailler sur une moindre absentéisme, tout le monde s'en porte mieux. Philippe Simon, quel regard portez-vous sur cette exploitation de la DSN, de la déclaration sociale nominative par les assureurs? Thomas a tout dit en fait, c'est effectivement un outil au départ qui permet de réaliser des process qui sont beaucoup plus automatisés, et en fait il véhicule des données qui sont vraiment très intéressantes pour pouvoir peser sur le risque. Et en disant ça, je pense qu'on va sur le terrain que Thomas soulignait tout à l'heure, qui est de dire que les assureurs complémentaires, ils ont un rôle extraordinaire à jouer
sur le terrain de la prévention. Et je pense que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les échéances électorales à venir, ça me paraît intéressant de peser sur ça maintenant, puisque vous démontrez par A plus B au quotidien sur des sujets comme l'usage de la donnée dans la DSN que vous êtes capable non pas de rembourser simplement des frais de santé ou des arrêts de travail, mais peser sur le risque en amont, c'est-à-dire être capable d'adapter une offre en y injectant des données de prévention. Et si je prenais une autre illustration toute simple, en ce moment on a évoqué l'année 2021 qui est un peu imprévisible. Il y a des entreprises qui vont mal traverser ces périodes-là. Il y aura des plans de licenciement. Dans la DSN, on véhicule aussi des informations sur le licenciement d'une personne. On est capable derrière de lui offrir un certain nombre de services d'accompagnement dans le cadre de la portabilité, mais peut-être potentiellement dans le cadre d'aide spécifique à cette situation-là. Donc on peut vraiment, on sait capter des moments en fait de vie par ces données et en étant capable d'apporter une composante supplémentaire de service au métier de base de l'assureur complémentaire. Il y a un truc qui est quand même caractéristique, c'est que la CNAM, c'est Caisse nationale d'assurance maladie. Nous, on est des assureurs santé, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas uniquement de la maladie, mais on s'occupe aussi de la prévention. Alors sur la DSN, l'exploitation de la DSN est relativement récente. Est-ce que les premières expériences sont concluantes? Est-ce que vous avez réussi à maîtriser, voire réduire l'absentéisme dans les entreprises où vous mettez en place des services? C'est quelque chose sur lequel, chez Malakoff Humanis, on travaille depuis des années. Donc on a une petite expérience en la matière. C'est sûr que la DSN qui livre chaque mois son lot d'informations permet d'intervenir quasiment encore plus en temps réel et d'anticiper effectivement les phénomènes soit de maladie. Aujourd'hui, compte tenu des arrêts qu'une personne peut avoir, on peut prédire le fait qu'elle sera en arrêt long dans 3 mois, 4 mois, 5 mois et mettre en place des programmes de prévention. Donc comme le disait Philippe aussi, aujourd'hui anticiper ou savoir quasiment en temps réel qu'une personne est licenciée, ça va lui permettre d'ailleurs de lui rappeler qu'il a des droits en matière de portabilité et de pouvoir l'accompagner dans ce process qui est toujours jamais agréable. Thomas Seigné, vous avez aussi lancé un fonds MH Innov pour investir dans les startups doté de 160 millions d'euros en 2018. Alors, est-ce que vous avez trouvé des entreprises intéressantes et vous avez trouvé des solutions que vous allez intégrer dans votre offre? Alors oui, donc aujourd'hui, on a lancé ce fonds en 2018. À date, on a réalisé 18 investissements, dont une licorne, alors qui est une entreprise allemande, WeFox. On a cherché à avoir un bon équilibre, c'est-à-dire pas investir systématiquement dans un coup de cœur et puis on s'aperçoit que la start-up tombe au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. On n'a pas cherché à faire du TRI, du taux de rendement interne, absolument, parce que là il peut y avoir des corrélations entre nos activités et l'activité propre à la start-up. Donc on a cherché à chaque fois à ce qu'il y ait la plupart du temps, à ce qu'il y ait des partenariats, mais sans que la start-up dépende du partenariat commercial qui pouvait exister. Donc aujourd'hui, on peut citer Troops, par exemple, qui met à disposition le fait, en 4 clics, on embauche un intérimaire dans le domaine de hôtel, café, restaurant. Et voilà, par les temps qui courent, c'est particulièrement important. On a plussimple.fr, sur lequel on a pu développer une offre à destination des chauffeurs de taxi. Et voilà, donc on a, sur les 18 investissements, on a une dizaine de startups avec lesquelles on a un partenariat soit stratégique, soit commercial. Alors parfois c'est marginal, parfois c'est au cœur complètement de notre métier, mais on est assez content d'avoir trouvé cet équilibre entre chercher du TRI et en même temps que ça profite à notre activité et à nous aider aussi à absorber la disruption qui arrive à certains endroits dans nos activités. Merci pour ces illustrations. Nous allons aborder le dernier thème de cette émission, la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Alors Malakoff Humanis est un acteur de l'assurance collective. On dit que cette réforme va faire une part belle au contrat collectif. Est-ce que vous allez vous positionner sur ce marché et avec qui? Alors, aujourd'hui, avant de pouvoir se positionner, il faut quand même qu'il y ait un cadrage politique qui se fasse, peut-être ministère par ministère, puisque entre une adhésion individuelle facultative avec une aide de l'employeur ou une adhésion collective obligatoire, c'est pas exactement la même chose.
Aujourd'hui, on est légitime à intervenir dessus puisque un de nos affiliés, qui est l'IPSEC, intervient dans le domaine public et parapublic, principalement sur la prévoyance, et on est ouvert pour que des mutuelles dites de fonctionnaires puissent rejoindre le groupe pour avoir une offre un peu globale et pouvoir accompagner les collaborateurs et les fonctionnaires d'un certain nombre de ministères. Donc je pense qu'il y a quand même le cadrage politique qui doit se faire avant, et après voir comment. Je pense que l'expérience qu'on a acquise en protégeant les salariés du privé peuvent servir pour les fonctionnaires, j'en suis absolument convaincu. Et dans ce domaine, on a du dialogue à avoir avec les ministères, on a du dialogue à avoir aussi avec les syndicats des ministères qui, contrairement à leurs homologues du privé, n'ont pas forcément conscience de ce que peut apporter un assureur comme nous, en termes de prévoyance et en termes de complémentaire santé. Donc voilà, donc on attend avec impatience le cadrage, et après, on va chercher à y aller, là où on se sent légitime, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des discussions en cours avec certaines mutuelles? Aucune. D'accord. Très bien. Philippe, comment vous voyez cette réforme et quel impact peut-elle avoir sur vos activités? Comme l'a dit Thomas, aujourd'hui on a un cadre général, on a des jalons en fonction effectivement du fait qu'on soit en fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. On a quelques bribes de période transitoire, on va dire, financement de l'employeur, progressivement comment ça va se passer. Et puis je crois depuis début juin, on a un accord de méthode. Bon, voilà, donc ça c'est un cadre, mais ce n'est pas le cadre qui fait le contenu détaillé. Et comme l'a dit Thomas, il y a un champ des possibles qui est quand même très important. Et donc ça génère des mouvements sur le marché, ça génère des alliances aussi, et des réflexions communes. Et je pense qu'elles peuvent être de deux ordres. Les unes sont plutôt de l'ordre de la vision, c'est quoi ce qu'on voudrait avoir comme protection sociale pour les fonctionnaires. Et devant un débat qui s'annonce potentiellement compliqué, ou en tout cas animé, certains acteurs se rassemblent pour faire porter une voix plus forte. Et puis après, il peut y avoir des réflexions pour se dire, imaginons que ce marché aille dans une direction ou une autre, et comme l'a dit Thomas, dans la direction par exemple des contrats collectifs obligatoires, quels sont les moyens pour adresser ce marché qui sera considérablement différent du marché actuel? Quels sont les moyens, quelles sont les offres? Et dans les moyens, il y a des moyens de distribution, il y a des moyens financiers, et il y a des systèmes d'information. Voilà. Vous me voyez venir, donc les systèmes d'information, effectivement, si le modèle qui vient est calqué sur celui du privé, c'est important d'avoir un outil qui sait bien gérer ça. Alors, bien évidemment, nous, ce que l'on propose à nos clients, dans la continuité de des investissements qu'on a réalisés, c'est un outil qui s'appelle EasyCall. Mais il y a d'autres solutions aussi qui peuvent être de s'adosser. On a aussi de l'expertise en gestion collective, en santé, en prévoyance. Donc s'adosser sur un gestionnaire, ça peut être aussi une solution pour aller plus vite sur un marché nouveau. En tout cas, on voit se dessiner des recompositions et puis oui, des alliances qui seront intéressantes à suivre pour aborder ce nouveau marché. Nous allons suivre l'actualité de cette réforme sur Nives Assurance Pro. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Saunier et Philippe Simon, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toute l'équipe de Tech, parce que c'est la dernière émission de notre saison 2. Merci à tous et je vous retrouve bientôt sur Nives Assurance Pro.